Bonsoir à tous. À la une de l'actualité toulousaine de ce mercredi 5 novembre, les agriculteurs ont bloqué la ville aujourd'hui. En prime, une circulation difficile et beaucoup de bouchons. Sivins, les réactions suite à la réunion tenue hier soir à Paris. Le projet est toujours suspendu. 3 experts doivent arriver sur site d'ici la fin de la semaine afin de trouver d'éventuelles solutions alternatives. Et puis enfin, nous sommes allés voir Jacques Viguier à l'occasion de la sortie demain de son livre intitulé « La République doit-elle vraiment guillotiner ses juges ?» 300 tracteurs et 3 à 4 000 agriculteurs de toute la région ont créé une belle pagaille en ville aujourd'hui. Ils sont venus manifester contre la directive nitrate et plus globalement contre les charges et les contraintes administratives qui pèsent sur eux. Ce matin, ils s'étaient donné rendez-vous en 3 points stratégiques de la ville. Marlène Canal, Alain Sorat. Devant la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement à la cité administrative, ils étaient près de 300 agriculteurs ce matin. Tous sont venus à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs crier la colère du monde agricole. Après avoir muré l'entrée du site, ils ont déversé du fumier et c'est tout le boulevard Armand Duportal qui s'est retrouvé bloqué. Présents des agriculteurs du Gers, du Cantal, de la Haute-Garonne, bref, de toute la région. Ils sont venus protester contre la directive nitrate et l'élargissement des zones vulnérables par la France, qui souhaite éviter de lourdes sanctions financières de la part de l'Union européenne. Quand on vous dit vous allez travailler les terres, il ne faut pas les laisser en friche parce que c'est pas du tout notre métier, c'est pas du tout le métier des agriculteurs. Mais par contre, dès qu'elles commencent à pencher un peu, surtout vous ne les cultivez plus. Dès que vous êtes un peu trop près des rivières ou le truc. Alors on comprend qu'il ne faut pas polluer, ça on est bien d'accord, on nous traite de pollueurs. C'est pas du tout le fait, parce que nous, les agriculteurs se tiennent loin, ils font tout pour ne pas polluer, mais par contre ils mettent des normes qui sont impossibles à tenir. Par exemple, vous avez le tas de fumier derrière moi, on fait la démonstration qu'il est possible de mettre du fumier dans les pentes, alors que la réglementation voudrait l'interdire depuis cette année, expliquant qu'au-delà de 20%, il ne faut pas mettre de fumier, ce qui est complètement idiot et on a toujours mis du fumier dans nos champs, quelle que soit la pente. C'est 10% des surfaces sur lesquelles on ne peut pas mettre de fumier. Le fumier est indispensable pour faire pousser les plantes. 10% sur un territoire, hein, donc ça peut être une exploitation complète ou 5% d'une exploitation. Et dans ces cas-là, si on ne peut pas fertiliser, la terre devient stérile. Mais sur la directive nitrate, vous avez 70% du territoire au Garonnais qui est mis à mal, où c'est qu'on remet en cause les pratiques. Sur cette région et sur ce département, il n'y a aucun endroit où c'est qu'on a des problèmes d'eau potable. C'est anormal qu'on continue à mettre des contraintes auprès des agriculteurs. Les agriculteurs aujourd'hui sont responsables. Ce n'est pas quelques extrémistes dans un coin qui vont faire modifier les pratiques agricoles. Il faut que la profession soit entendue. Et si elle n'est pas entendue, on reviendra encore dans la rue. C'est compliqué à cause des normes, à cause de nos produits, ils ne sont pas assez bien valorisés. Sachant qu'aussi, je tiens à le dire, nous avançons la TVA à l'État d'un an et par contre la PAC nous la recevons en fin d'année alors qu'il nous la faudrait toute l'année. On serre les dents et on attend que ça passe. Aujourd'hui, je n'ai plus envie de me lever le matin pour aller au boulot. C'est sûr qu'un jeune agriculteur, oui, a les reins moins solides, a moins de trésorerie, a beaucoup plus d'emprunts de démarrage. Je pense à des jeunes notamment qui se sont installés à 6 mois en élevage, qui aujourd'hui ont fait un prévisionnel d'installation, donc qui ont calculé leur investissement sur 5 ans, et on leur dit on change la règle, vous devez revoir vos mises aux normes et vous mettez 50 000 à 80 000 euros sur la table pour des achats qui sont non productifs. Autre sujet d'actualité, le barrage de Sivins. Après une réunion avec les différents acteurs du dossier hier, Ségolène Royal a choisi de ne pas prendre de décision et de prôner la concertation. Sur la technique, il y a le rapport des experts. On l'a tous lu, on peut le commenter. Il y a quelques points sur lesquels on n'est pas forcément tout à fait d'accord. Mais hier, toutes les personnes autour de la table étaient d'accord pour que ça serve de base de travail. Donc il faut rapidement travailler, parce qu'un des risques sur ce dossier, c'est que petit à petit on perd du temps et qu'au final encore des règles qui changent et que ça ne se fasse pas. Donc on a quand même une certaine urgence, mais moi je veux retenir hier d'un point positif, c'est qu'il faut le retour de l'état de droit sur la commune de Lille et sur le secteur de Sivins. Vous ne pourriez pas comprendre que le barrage ne se fasse pas? Non. Au point où on en est, non. En tout, ils étaient entre 3 000 et 4 000 agriculteurs éparpillés en 3 points de la ville. Ils ont convergé vers les allées Jean Jaurès, bloquant ainsi une bonne partie de la journée le centre-ville de Toulouse.
Vous l'avez entendu dans le sujet, la décision d'attendre l'avis de nouveaux experts concernant le barrage de Sivins a largement été commentée aujourd'hui par les agriculteurs favorables au projet. Ils restent, comme les autres acteurs du dossier, prudents quant à l'avenir du projet. Pour l'heure, rien n'est encore décidé. Marie Larpan. La réunion était attendue, elle aura finalement déçu la plupart des parties prenantes au dossier. Du côté des écologistes, on dénonce l'opacité du discours ministériel. Je suis entre la déception et l'attente. J'espère que les jours qui viennent, les semaines qui viennent, vont faire dire beaucoup plus clairement à la ministre qu'elle n'a pas osé dire hier, ce barrage est impossible, il est de fait arrêté, la DUP est tombée, le financement n'est plus au rendez-vous, il faut reprendre ce dossier à zéro, ça se fera ailleurs, ça se fera à beaucoup petit format et surtout de ce symbole de Sivins, il faut faire quelque chose et ce quelque chose, c'est changer la loi. Pierre Verdier, conseiller général du Tarn joint par téléphone, a participé à la réunion d'hier. Pour lui, cette rencontre s'est limitée à un simple tour de table des participants. Certes, les choses ont pu être dites librement et sereinement, mais pour lui, les participants n'ont rien appris. Pierre Verdier se dit frustré. Il regrette que la ministre se soit posée en arbitre, alors que pour lui, l'État est acteur à part entière dans le dossier. Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, a annoncé une nouvelle mission d'expertise. Elle a également demandé l'évacuation du site. La ministre a précisé qu'il y aurait bien un ouvrage de construit, sans préciser s'il s'agirait d'un barrage de moindre volume ou d'un ouvrage alternatif sur une autre zone. 2 auteurs toulousains récompensés aujourd'hui. Le prix Goncourt a été attribué à Lydie Salver pour son livre Pas pleurer, un récit sur la guerre d'Espagne. Le journaliste Christian Autier a quant à lui obtenu le prix Renaudot Essai pour De chez nous, un ouvrage où il s'interroge sur cette notion. Qu'est-ce qu'être français? Nous reviendrons sur ces prix dans nos prochaines éditions. Jacques Viguier sort demain un livre intitulé « La République doit-elle vraiment guillotiner ses juges ?» Un ouvrage de réflexion sur une refonte du système judiciaire. Le professeur de droit, un temps soupçonné dans le cadre de l'enquête sur la disparition de sa femme Suzy, a été définitivement acquitté en 2010. Nous l'avons rencontré à son domicile cet après-midi. Première question, comment trouve-t-il la justice de notre pays? Je ne pars pas de l'idée que la justice est vraiment mal faite ou horrible et je ne fais pas de leçon aux juges. Je considère que la justice est correctement rendue par rapport aux autres États, mais il y a toujours des améliorations possibles. Vous dites les juges ont trop de responsabilités aujourd'hui. Oui, ils ont la responsabilité de maintenir debout l'ordre social. C'est vraiment une action très importante pour un service public fondamental. Mais ce qui manque parfois, c'est qu'ils engagent la responsabilité d'autres personnes, mais on a du mal parfois à les responsabiliser eux-mêmes. Alors vous parlez en pointillé de l'affaire dont vous avez été victime, vous en parlez comme d'une horrible expérience précieuse. Voilà, c'est un essai qui est tout à fait distinct de ce que j'ai pu vivre, mais l'expérience horrible est un élément sur lequel j'ai pu me fonder parfois. Mais encore une fois, précisément, l'ouvrage est un essai, une réflexion, et surtout pas une vengeance par rapport à la justice. Vous dites quand même que quand on est innocent, montrer sa non-culpabilité dans le système actuel, c'est compliqué. Nous avons des juges et des policiers qui ont des personnes majoritairement qui sont coupables et qui arrivent, malgré des preuves accablantes, et qui disent « je suis innocent, je suis innocent ». Donc forcément ça endurcit les magistrats qui pensent que toute personne qui dénie la culpabilité va quand même être coupable. Or, je dis, on a du mal à reconnaître l'innocent parce que les juges se trouvent face à des coupables qui viennent dénier les faits. Vous parlez de 2 affaires emblématiques qui ont été des tournants pour vous, c'est l'affaire Outreau et l'affaire Patrick Dils. Voilà, l'affaire Outreau a donné lieu à une commission parlementaire qui a eu beaucoup de personnes qui ont déposé devant elle. Et finalement, il n'y a pas eu de réforme ensuite. Quant à l'affaire Dils, vraiment, j'ai été traumatisé par cette histoire et j'ai vraiment pleuré quand j'ai vu ce garçon qui sortait et qui était innocenté. Alors sur l'affaire Outreau, on peut revenir évidemment sur ce dont avait écopé le juge, c'est-à-dire un blâme. Vous pensez évidemment qu'il y a eu dysfonctionnement. Voilà, pour beaucoup de fonctionnaires qui font des erreurs, il y a une révocation. Et par exemple, pour des policiers, il y a des révocations. Mais pour les magistrats, il y a une sorte de protection. On a du mal à engager la responsabilité des juges. La responsabilité théorique existe. On peut même faire des recours individuels aujourd'hui devant le Conseil supérieur de la magistrature. Mais les mises à l'écart sont rares et donc blâme pour l'affaire d'Outreau, c'est
quand même très faible. C'est ce qui vous amène à dire qu'une vraie réforme du système judiciaire est nécessaire, et notamment en termes de formation. Vous pensez que les magistrats devraient être plus formés en psychologie? Voilà, il y a deux éléments, c'est-à-dire le développement à la fois de la formation psychologique, mais aussi une forme de surveillance psychologique au départ. Est-ce que le juge a vraiment les qualités pour faire ce métier? Ça se passe notamment pour les gendarmes qui ont un contrôle psychologique. Et le deuxième élément sur lequel j'insiste, c'est l'échevinage, c'est-à-dire le fait de faire participer les citoyens à la justice, qui peuvent comme ça mieux comprendre les juges et participer à la justice, un peu comme autrefois le service militaire permettait de socialiser, d'intégrer les individus. Alors l'échevinage, vous en parlez à diverses reprises dans votre ouvrage. L'échevinage, c'est le citoyen au cœur du système judiciaire. Le citoyen participe en coordination avec le juge à rendre la justice. Au départ, ça a été utilisé pour les cours d'assises, mais on peut l'utiliser pour les juridictions pénales ou civiles avec une participation d'un citoyen à une formation collégiale. Ça ressemble un petit peu au système américain ? Non, c'est quand même original parce que dans le système américain, il n'y a pas une participation dans toutes les juridictions. Donc c'est une manière d'essayer de, encore une fois, permettre une bonne coordination juge-citoyen, citoyen-juge. Ce qui permettrait, selon vous, moins de mauvaises décisions judiciaires ? Oui, ça permettrait une ouverture des deux côtés. Et ce n'est pas forcément une situation où le citoyen est plus ouvert que le juge. Je veux dire par là que le citoyen peut être parfois beaucoup plus strict que le juge. Le juge condamné plus faiblement et le citoyen plus fortement. Mais c'est le principe. Dans la coordination, un peu de l'un, un peu de l'autre, et puis un résultat. 16e édition du festival Extrême Cinéma à la Cinémathèque de Toulouse. Films de série Z, raretés et moments d'anthologie parfois gore. Une chose est sûre, les films projetés jusqu'au 8 novembre ne risquent pas de laisser indifférent. Jean-Marc Lucas nous détaille le programme. Le festival Extrême Cinéma se découpe en 5 parties à la hache cette année. Une thématique autodéfense sur la violence et ses mécanismes. Vous pourrez revoir Les Chiens avec Depardieu, version 78. Une thématique venue d'ailleurs avec Le Possession de Zulawski où Isabelle Adjani est en plein tourment existentiel. Suivront des soirées Amour à bord et Âge tendre. Sans oublier une séance intitulée Plan cul, autrement dit interdite aux moins de 18 ans. Les heures brûlantes du plaisir seront diffusés, si l'on peut dire, sous le manteau. Et voici, pour vous donner un avant-goût d'Extrême Cinéma, le festival impertinent et décalé du 7e art toulousain, un extrait de la légende des 7 vampires d'or. C'est la fin de ce journal. Prochaine édition demain 19h.